in the madness. The people is giving the damage. Imaginez-vous maintenant en consultation d'anesthésie. Vous avez face à vous un patient de 26 ans, droitier, qui après un début de carrière peu satisfaisant dans le marketing, vient de valider sa réorientation professionnelle en ébénisterie. Blessé à la main il y a quelque temps, il garde des paresthésies sur le territoire radial. Le chirurgien le renvoie vers vous environ 6 semaines après sa chirurgie et vous n'êtes pas certain d'être tout à fait innocent. Il s'agit donc de déterminer l'étiologie de cette atteinte nerveuse. L'anamnèse et l'examen clinique sont évidemment à la base de l'orientation diagnostique. Mais un outil apparaît progressivement comme une option diagnostique pertinente, voire de référence. Dans la majorité des cas, l'anamnèse, l'examen clinique et l'électromyogramme sont suffisants pour poser un diagnostic correct et réaliser les contrôles de suivi. Des lacunes diagnostiques se rencontrent néanmoins parfois. Ainsi, notamment au niveau des segments nerveux proximaux, difficilement accessibles par électrophysiologie, un diagnostic de localisation est uniquement possible de façon indirecte et pas franchement très précise. La différenciation entre les atteintes monofocales et les atteintes multifocales peut s'avérer également difficile, mais elle revêt une importance déterminante pour le traitement. Par ailleurs, il est le plus souvent impossible de tirer des conclusions directes sur l'étiologie d'une lésion nerveuse. L'IRM permet aujourd'hui, à l'aide de séquences dédiées et de bobines de surface spécifiques, plusieurs choses. 1. De prouver morphologiquement l'existence d'une lésion, tout en donnant une vue d'ensemble du système nerveux. 2. De localiser cette lésion et de distinguer les atteintes monofocales des atteintes multifocales. 3. D'identifier les causes traitables comme les hématomes, les compressions par des fragments osseux par exemple. Et 4. De suivre l'évolution des lésions après traitement. Son interprétation des modifications anatomiques est plus simple et plus précise que l'échographie. Par exemple, sur une lésion du premier degré dans la classification de Sunderland, l'échographie est normale malgré la déficience sensitive, alors que l'IRM retrouve déjà un hypersignal T2, sans changement dans la dénervation musculaire. L'émergence des IRM à haut champ, 1,5 et surtout à partir de 3 Tesla, a facilité le développement de nouvelles séquences 3D en permettant une meilleure visualisation des plexus nerveux et des nerfs périphériques. 2 techniques d'IRM permettent cela en particulier. La première, c'est l'imagerie en tenseur de diffusion. Elle se base sur les mouvements contraints des molécules d'eau dans l'environnement particulier qu'est celui du nerf, pour donner des informations fonctionnelles sur celui-ci, comme par exemple une démyélinisation ou une dégénérescence axonale. Cette technique est déjà connue depuis longtemps et réalisée pour l'étude des fibres nerveuses intracrâniennes. Elle permet également, dans des protocoles expérimentaux jusqu'à maintenant, de suivre la régénération nerveuse périphérique après réparation. En 2, il y a la neurographie par résonance magnétique, la NRM, qui utilise des séquences pondérées en T2 avec saturation de la graisse et qui se concentre, elle, plutôt sur l'évaluation morphologique nerveuse. La NRM permet de localiser les lésions nerveuses traumatiques précocement et de déterminer leur ampleur et leur nature. Des lésions par traumatisme direct, par traction, avec continuité nerveuse préservée par exemple, jusqu'aux ruptures nerveuses avec un névrome du moignon. La NRM peut donc jouer un rôle majeur dans la détermination d'indications opératoires. En post-opératoire, le résultat du traitement peut être contrôlé, et ce même après l'implantation de matériel d'ostéosynthèse grâce aux séquences modernes de réduction des artefacts métalliques. Potentiellement, l'atténuation du signal après une réparation chirurgicale pourrait également être un bon facteur prédictif du résultat clinique. En conclusion et pour résumer, l'IRM présente la précision la plus élevée sur l'analyse morphologique et l'intégrité des fibres nerveuses, avec une analyse possible en plus sur toute leur longueur. L'examen est non invasif et contrairement à l'EMG, il permet l'analyse des tissus mous et de différencier les œdèmes, des hématomes ou des processus inflammatoires périlésionnels. La neurographie par résonance magnétique et l'imagerie de tenseur de diffusion sont les 2 techniques qui permettent cette analyse. L'échographie est plus accessible, rapide, économique et elle permet un examen dynamique. Elle reste donc un examen de référence à la fois sensible et spécifique pour détecter les lésions anatomiques sur les nerfs superficiels et d'un calibre suffisant. Les examens d'imagerie comme l'IRM ou l'échographie s'inscrivent donc de façon complémentaire dans l'analyse du système nerveux périphérique pour son diagnostic et pour le suivi du malade. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et retrouvez l'ensemble des vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt.